Fanon makes us alive to the fact that racism is inscribed on the skin of the subject. Racism appears in the field of vision. Black Skin, White Mask was written in 1951. When Fanon was still very young, he was 27, he was a student in medicine. Il a su libérer les patients d'un regard qui était ethnocentrique. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Qui relève du document. Aujourd'hui, on est en présence de JC, aka Décolonisons la psychologie. Bonjour JC. Salut, salut. Et de l'inénarrable Alexandre. Toujours là, malheureusement. Ouais, malheureusement, toujours là. Toujours debout. Oh là là, la ref à Renaud. Et oui, aujourd'hui, on est là pour parler du film de Isaac Julien, Peau noire, masque blanc, ou Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc. Et comme nous, on connaît vite fait Fanon, on s'est dit, on allait inviter quelqu'un qui le connaît un peu mieux que nous. Donc, pourquoi pas Décolonisons la psychologie, qui justement travaille aux questions de décolonisation de la psychologie. C'est quand même bien fait. Ouais, c'est presque décevant parce qu'on n'a plus besoin d'explications, quoi. Genre, le nom dit tout. Mais ouais. Alors, je suis pas spécialiste de Fanon parce que la preuve, j'ai pas tout lu. J'ai lu une partie de ses textes, pas d'une façon, on va dire, dans la chronologie, mais en fonction de mes intérêts. Donc, ouais, je vais pas dire que je suis spécialiste. Je suis pas spécialiste comme les gens du documentaire qui sont interviewés dans le documentaire. Mais en plus, tu l'appliques dans ta pratique de psychologue. Oui, c'est vrai, dans tout ce qui est pas toutes les personnes qui viennent, qui ont, on va dire, qui subissent l'impact du racisme, même si c'est pas présent dans leur demande principale, on va dire. Mais il y a toujours une dimension comme ça qui apparaît et qui apparaît toujours pas directement, quoi, ça, de façon très insinueuse et qui crie gare un peu de façon inattendue sur des signes assez faibles, enfin des signaux faibles justement. Et je pense que c'est ça aussi le problème du racisme systémique, c'est que c'est pas tout le temps cette forme grandiloquente qui est extrêmement visible, qui fait du bruit, quoi. C'est dans des trucs de mi-silence et qui du coup échappent, même quand on est conscient du racisme, qu'on a lu des choses, qu'on a vu des choses, que des parents, des amis, de l'entourage en ont parlé. Quand il s'agit de soi, c'est justement par ces signaux, on va dire, très ambigus, où on se pose la question, typiquement, on se dit, mais si ça se trouve, je psychote, je vois le mal là où il n'y a pas, etc. Enfin, c'est toujours dans un doute comme ça, où ça apparaît, et où ça peut être pas mal que les psys puissent être sensibles à ça, quoi. Oui, se reconnecter finalement aux politiques et pas juste être en vase clos dans la psychologie. Exactement, sachant que c'est pas toujours la posture dominante en psychologie, qui est quand même un domaine très individualisé, individualisant, dans le sens où ça produit une certaine image de l'individu, et que surtout il y a un côté alors, je vais être un peu méchant, je sais pas si j'ai le droit, mais c'est un peu comparable en économie à l'école néoclassique. Ça veut dire que quand ça pense des mouvements collectifs, ça le fait à partir de mouvements individuels, donc de microéconomie, si on est dans l'économie. Et il y a ce truc qui fait que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose du politique qui est replié par l'individu, quoi. Parce que tous les psys sont d'accord pour parler de société, hein, et malheureusement on les entend trop parfois, mais il y a toujours ce truc-là de dire non, moi je prends en compte le social, même la sociologie, mais il y a toujours cette espèce de... Alors c'est pas si simple à décrire, mais quelque chose comme ça de replier sur des principes individuels. Et le truc
Et le domaine du savoir que j'ai trouvé le plus proche de ça, c'est justement ce qu'on appelle l'école néoclassique. Donc c'est en gros les gros capitalistes, quoi. C'est ceux qui pensent que c'est l'offre de loi et de la demande, c'est la naturalisation de l'économie, dans le sens où plutôt que de penser qu'une économie est quelque chose qui est construit socialement et historiquement, ce sont des lois de la nature entre individus qui trouvent spontanément un moyen de trouver un intérêt ensemble, quoi. Bon, et ça tombe plutôt bien parce que il me semble que s'il y a quand même un penseur qui a essayé de sortir la psychologie, enfin il y en a eu plusieurs, mais en tout cas un qui est connu pour ça, c'est quand même Frantz Fanon, de la lier aux politiques, donc ça permet d'introduire peut-être le film. Oui, c'est ça, ça va être intéressant de voir avec le film comment aussi le film peut nous faire parler de ces sujets-là et comment peut-être toi tu pourras nous apporter ton savoir là-dessus sur ce que Fanon a apporté aussi à la psychiatrie et à la psychologie. Donc, Peau noire, masque blanc, donc c'est un film de Isaac Julien, qui est un cinéaste, artiste d'installation et professeur d'art britannique, d'origine antillaise, j'ai trouvé sur Internet. Il réalise ses premiers films dans les années 80 avec Who Killed Colin Roach, donc un documentaire sur un homme britannique noir qui a été retrouvé mort d'une balle de fusil à pompe dans la tête dans un commissariat. Et qui a été maquillé en suicide. Après, en 89, il réalise Looking for Langston, ce qu'on appelle en Angleterre, dans le monde anglo-saxon, un docudrama, c'est-à-dire un film de fiction, mais qui reprend des éléments factuels, qui parle notamment donc de Harlem, de la culture et de Langston Hughes, et qui est une célébration de l'homosexualité et de ses corps à cette époque-là. En 91, il gagne le prix de la semaine de la critique pour le film Young Soul Rebels, et donc 5 ans plus tard réalise le film qui nous intéresse aujourd'hui, sur Frantz Fanon, qui est le premier film réalisé sur l'histoire de Frantz Fanon, qui va retracer un petit peu sa biographie. Après cette petite carrière dans le cinéma, Julien officie principalement dans le cadre d'installations et dans les musées, et il joue principalement sur la multiplication des écrans et leur navigation par les spectateurs. Si vous regardez un peu ces expositions, c'est souvent presque 6, 7, 8 écrans placés de façon à ce qu'on ne puisse pas tous les regarder en même temps et qu'on soit forcé à naviguer. Et on verra peut-être qu'il y a des échos à faire avec ce film-là, ce film de cinéma donc. Et d'ailleurs, la version que nous on va voir, de laquelle on va parler, est une version qui a été restaurée en 2017 et qui a été rallongée par rapport à la version originale. Donc il y a presque 20 minutes en plus dans cette version, et c'est celle qui est aujourd'hui majoritairement accessible. Ah d'accord, je comprends pourquoi il y avait marqué 52 minutes et je voyais 1h12, je comprenais pas. Ouais, c'est ça, c'est quand ils l'ont restauré, ils ont rajouté des Ah, trucs. ça explique des trucs. Parce que moi, j'ai trouvé qu'à un moment, ça sortait de son sujet. Enfin, de son sujet. Il y avait comme une rupture de thématique et voire une certaine longueur. Et je trouve, voilà, comme une sorte d'incohérence, entre guillemets, hein, parce que c'est pas non plus incohérent, mais il y avait quelque chose qui m'avait étonné à ce niveau-là, quoi. Donc c'est peut-être lié au rallongement. Est-ce que c'est après qu'ils fassent flotter le drapeau de l'Afrique du Sud? Parce que moi j'ai l'impression que le film se termine là, et après il reprend. Ah ouais, c'est possible. C'est parce que, en fait, moi, je trouve tout le film, il parle de la. Je sais pas si on commence direct comme ça, mais tout le film, il parle de la question du regard. Elle est extrêmement importante. C'est dans la mise en scène. Il y a même certaines scènes qui sont assez brillantes à ce niveau-là. Et du coup, et après, ça finit sur quelque chose de plus politique. Alors évidemment, c'est lié, mais parce que autant j'avais l'impression que la démarche initiale, c'était aussi de montrer un Fanon homme, un Fanon perfectible, qui n'est pas une icône, et qui est humanisé, et avec toutes les interventions même s'il y a aussi des interventions de spécialistes, mais il y a beaucoup d'interventions de proches et de sa famille, qui est un peu là pour dire, cet homme, c'était pas juste un noir qui luttait contre le racisme et un psychiatre qui luttait contre le racisme et un militant, c'était aussi quelqu'un qui avait qui avait une famille, qui avait des liens, et ça c'est un truc très important dans le cinéma décolonial, parce que en fait, très souvent, alors je reprends vraiment une critique que fait une autrice de podcast et qui écrit aussi des articles, qui s'appelle Maïla, et son site s'appelle Karou Keraman.
Donc Caruquera, c'est le vrai nom de la Guadeloupe. Et elle explique que justement, très souvent, on montre dans le cas notamment de films d'esclaves, des Noirs qui sont battus, enfin du trauma porn, ou qui luttent, mais ils montrent pas leur désir, on montre pas le côté charnel, on montre pas des personnages noirs avoir des liens entre eux, d'avoir de l'entraide, d'avoir de l'amour, etc. Et là, j'ai l'impression que, bon, comme là, Fanon ne peut pas le montrer ainsi puisqu'il est mort, que Isaac Julien, vu aussi c'est quoi son cinéma, il essaye de ramener ça, quoi. Euh, Bah, on peut commencer par peut-être expliquer un peu le dispositif du film parce que donc on a de l'usage d'images d'archives, on a des interviews, notamment de Stuart Hall, Françoise Vergès et comme tu l'as dit, son frère et son fils, à Fanon. Et on a aussi entrecoupé de ça des scènes plus fictionnelles ou fictionnalisantes avec un acteur, Colin Salmon, qui va interpréter Fanon et qui va réciter des passages de Peau noire, masque blanc. qui d'ailleurs, dans le sous-titre français, ne reprend pas le texte original, ce qui m'a fait bugger beaucoup. Et, Ah. ouais, Donc c'est pas la. la traduction, tu veux dire? Ouais, ils ont traduit le texte anglais, mais quand c'est des passages du texte, ils n'ont pas mis le passage du texte, donc, qui est en français à C'est la base. marrant. Ouais, du coup, je savais pas si c'était vraiment le texte ou si c'était la périphrase de Julien, quoi. Ce qui me permet d'aborder un aspect aussi pour introduire ce film et qui était un des premiers trucs qui, moi, m'a surpris dans ce film, c'est le fait que Fanon parle anglais et que du coup, Ça t'a plus que surpris, toutes ces ouais, ça citations t'a sont en anglais. énervé. Bah, ça m'a même énervé, oui. Et au début, ça m'avait énervé parce que j'ai l'impression que c'est un impensé du film quand même de le faire parler anglais alors qu'il a écrit ses textes français. Et après, en revoyant le film aujourd'hui, je me suis dit c'est même manqué une contradiction ou un élément clé de Fanon qu'ils abordent dans le film, c'était le fait qu'il a dû se défaire de cette image de français de métropole occidentale qu'on lui avait plaqué dessus. Ils en parlent à un moment, ils disent que... et c'est à ce moment-là qu'il entre, je sais plus ce qu'ils disent, mais dans la vraie... la politisation de sa personne. Et j'étais, mais en sachant tout ça, pourquoi est-ce que cet acteur parle en anglais? Je ne comprenais pas. Je sais pas si vous, ça vous a perturbé, mais moi, vraiment, ça m'a beaucoup perturbé. Surtout qu'en plus, il garde son accent français parce que des fois, il dit ministre. Il dit une phrase en anglais, mais il va dire le ministre en français ou il va dire monsieur aussi au milieu d'une phrase en anglais. Mais bah oui, puis j'ai l'impression que quand tu parles de colonisation, toute la question de la langue, c'est quand même ultra important. Et voilà, c'est quand même un symbole fort de faire parler Fanon en anglais, il me semble, même si je pense bien qu'il le parlait, vu qu'il d'ailleurs il est décédé aux États-Unis, si j'ai bien compris la fin du film. Ouais. Non, mais c'est très juste. D'autant plus que. Alors là, ça m'a pas énervé, ça m'a échappé. Mais d'habitude, je suis énervé par ça, notamment dans un des films palestiniens de cette année, là, Un homme pour la paix, qui m'avait assez énervé. Je trouvais ça absolument. Ça m'avait fait mis hors de moi que ce soit là, principalement en anglais, en langue anglaise, alors qu'on parle d'occupation et d'un peuple qu'un autre essaye de détruire. Et du coup, dont sa langue. Et mais là, par contre, ouais, c'est vrai que ça m'a pas. Peut-être j'aime trop Isaac Julien, donc je lui ai tout pardonné, quoi. moi, je savais que ça t'avait énervé, donc j'y ai réfléchi. Mais moi, j'ai pensé qu'en fait, justement, c'était cette idée de naviguer entre le Fanon humain et le Fanon figure du décolonialisme. Et en fait, c'était pas vraiment le vrai Fanon qu'on voyait quand c'était Salmon, parce que le Fanon, on le voit dans les images d'archives parfois, mais que c'était un peu cette espèce de projection que Isaac Julien avait de Fanon. Et je me suis presque même demandé est-ce que c'était pas lui qui le faisait parler à sa place et qu'on entendait le point de vue d'Isaac Julien sur Fanon à travers ce personnage-là, et que ça servait un peu à le mythologiser en quelque sorte, parce que je trouve qu'il est cette figure-là de Colin Salmon, donc, qui le joue, je la trouve assez déshumanisée, ou en tout cas assez héroïsée,
c'est vraiment le Fanon romantique qui agite des drapeaux au milieu du désert, qui est toujours très droit, très charismatique, très beau. Et après, on a le Fanon documentaire ou archive qui, lui, va être beaucoup plus fragile. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'en plus, il choisit un acteur très beau pour l'interpréter. Et je pense que ça peut être une analyse. Après, factuellement, quand tu regardes ça, d'ailleurs, tu dis il parle à sa place. Enfin, il le fait quand même lire des extraits des livres. Il invente pas des dialogues. Et d'ailleurs, il y a une autre personne qui parle en anglais alors qu'elle parle français à la base. C'est Françoise Vergès dans ce documentaire. Alors qu'il y a plein de gens qui parlent français qui va interviewer. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus un... Je sais pas. J'aurais tendance à dire un impensé, mais peut-être que je suis trop méchant avec le film. Peut-être qu'effectivement, il y a eu cette volonté de créer un mythe. Mais enfin, pareil, pourquoi Françoise Vergès, elle parle en anglais dans ce film? Enfin, pourquoi elle parle pas en français? C'est vrai qu'on peut penser que c'est des impératifs de production, que les producteurs ont dit, bon, il faut quand même qu'il y ait au moins 40% du film en anglais, parce que sinon on ne pourra pas le vendre. C'est possible aussi, tu vois. Mais je trouve qu'en tant qu'effet, si on enlève ces considérations dont on ne peut pas savoir sans demander à Isaac Julien, je trouve que l'effet que ça crée, c'est quand même cette figure un peu hors du temps, effectivement qui est très beau, qui est très charismatique, et qui vient après jouer avec justement la déconstruction qui peut venir à certains moments de la figure de Fanon. Et qui est au ralenti, c'est ça aussi, c'est qu'il est filmé d'une façon très arrêtée, quoi, avec des plans très lents, genre quelque chose comme ça de très... enfin, qui ressemble justement à Looking for Longthorn, c'est-à-dire ces plans très arty, quoi, enfin très arty, dans quelque chose presque d'un tableau mouvant, quoi. Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Ouais, c'est un beau mot, c'est des images presque qui fait plus que des plans, quoi. T'as une composition, comme tu dis, qui est hyper travaillée, les couleurs, elles sont hyper léchées. Il y a vraiment toute une esthétique qui est mise en place dans ces plans-là. Mmh. Et moi, l'argument que j'avais, c'était aussi qu'à partir du moment où Fanon est malade, on ne le voit jamais malade, joué par l'acteur. Il n'est jamais affaibli. C'est vraiment toujours, même jusqu'au bout, le Fanon en puissance. C'est pas le Fanon alité. C'est fake non. Et c'est vrai. Non, et puis on voit les plans sur les oreilles, sur les trucs comme ça. Moi, j'ai l'impression, en fait, il essaye aussi par là, tout en le faisant reconnaître comme quelque chose de fictionnel, de faire apparaître quelque chose qu'on peut plus avoir, c'est-à-dire le regard de Fanon nous regardant, parce que c'est un truc quand je l'ai revu là la troisième fois, je trouve qu'il y a beaucoup d'insistance sur les regards face caméra. Donc déjà on peut le traduire comme une sorte de brisage de quatrième mur, de dire qui dit hé hé, on sait qu'on est dans une fiction, mais dans le cadre d'un cinéma décolonial, c'est très important de montrer un regard regardant de personnes noires, parce que en fait justement il y a toute une théorie en fait moi, Jacques Julien, je l'ai découvert grâce à Bell Hooks dans son livre Regard oppositionnel. Et justement, elle insiste sur le fait qu'il y a une différence, qu'il y a quelque chose qui se joue dans le fait que dans le cinéma décolonial, les Noirs ne vont plus baisser les yeux, mais ils vont revoyer le regard qu'on leur envoie. Donc nous, quand on voit Fanon dans ce moment-là, il nous renvoie un regard quand on est en train de regarder. Il ne baisse plus les yeux, quoi. C'est pour ça qu'elle dit regard oppositionnel. Enfin, elle utilise le terme looking, qui fait que il y a une sorte de double direction, quoi. Et le film, il insiste beaucoup sur le fait que Fanon, c'est pas les propos qui l'ont tué tant que ça, c'est le regard. Et je me souviens, il cite un moment le moment où il y a une petite fille qui dit à sa mère, regarde, il fait peur, etc. Et moi, je me souviens quand j'avais lu le texte, Peau noire, masque blanc, ça m'a marqué, quoi. J'étais choqué. Enfin, il y avait quelque chose d'extrêmement effrayant dans la description qu'il fait. C'est bouleversant, quoi. Et je pense qu'il a essayé aussi de faire exister ce regard, mais comme il ne pouvait pas dire
qu'il était là puisqu'il n'est plus là. Je sais pas s'il assumait le fait que ce soit de la fiction et du coup insistait sur le côté fake enfin en tout cas très cinéma de fiction de sa mise en scène. Et c'est vrai que j'avais pas capté autant cette importance du regard, mais d'ailleurs la seule fois où explicitement une image, on va dire à facture documentaire, prend ce régime de fiction, c'est quand ça parle du regard et qu'on a Françoise Vergès. Du coup, peut-être vous citerez mieux que moi, mais il y a cette théorie de Fanon de quand tu te regardes, tu vois un homme blanc et un homme noir, ou je sais plus trop. Et du coup, on voit ces deux hommes derrière elle qui la regardent et elle les regarde. Et à ce moment-là, c'est le seul moment où quelqu'un qui parlait en mode documentaire tombe aussi là-dedans, quoi. C'est vrai qu'il y a une incursion de la fiction. En plus, l'homme noir, c'est Isaac Julien à ce moment-là. Donc il y a vraiment le réalisateur qui vient incarner l'homme noir théorique, ce qui est assez intéressant. Et l'acteur qui joue l'homme blanc, c'est celui qu'on va retrouver dans le fameux témoignage de clinique de celui qui n'arrive pas à torturer tranquillement. Il me semble que c'est le même acteur. D'accord. Intéressant. Et après, il joue avec les mêmes acteurs, parce qu'il y a des acteurs de Looking for Longton qu'on retrouve. Et du coup, je pense, ouais. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il n'a pas assez d'acteurs, mais bon, je pense que c'est fait exprès, quoi. Et ouais, ce passage-là, c'est quand il dit que quand un homme blanc se regarde dans le miroir, il voit un homme blanc, et que elle a dit le mot hallucination. Je sais pas s'il utilise ce terme-là, Fanon. Fanon, c'est alors, je ne l'ai pas dit, et c'est vrai que c'est une dimension qu'on donne assez peu de lui, mais c'est quelqu'un de très, 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 très rigoureux intellectuellement, enfin, épistémologiquement. Il met pas des mots au hasard, quoi. Donc, il sait très bien de quoi il parle, et comment dire. Il va pas, s'il utilise un terme psy, il va l'utiliser dans le sens, en tout cas, strict de son époque et de son référentiel. Donc, je sais pas s'il va utiliser ce terme hallucination. C'est Françoise Vergès qui est pas psy, qui utilise ce terme-là en tout cas, et il dit donc qui par une hallucination va voir un homme noir qui le menace, donc qui est un peu l'idée de voir dans le noir le côté on va dire menaçant, revanchard envers l'homme blanc, quoi. Et après, dans le plan d'après, il redisparaît, quoi. Isaac Julien disparaît, et c'est ce fameux acteur qu'on va retrouver après dans le récit de celui qui torture les Algériens, quoi. Mm-hmm. Et oui, et pour aller dans ton sens, moi j'ai trouvé une interview d'Isaac Julien où il parle justement du regard, et à un moment donné, on voit des images d'archives d'enfants qui regardent directement la caméra. Et ça, c'est des extraits d'un film de René Vauthier qui s'appelle J'ai 8 ans. Et c'était des enfants algériens réfugiés au Maroc, je crois, pendant la guerre, qu'il est allé filmer là-bas. Et qu'il, lui, l'a repris dans son film parce qu'il voulait justement ce retour du regard. Le moment où le colonisé regarde, rend le regard finalement. Et qu'il a choisi de mettre ces extraits-là. Et aussi la question du quatrième mur que tu disais, parce que tu as dit beaucoup de choses qui étaient très intéressantes. Je pense que c'est vraiment ça, parce qu'il y a un truc très théâtral aussi. Et le quatrième mur, c'est un concept qui vient du théâtre à la base, parce que tu as les trois murs de la scène, et le quatrième mur qui est transparent, qui est là où le spectateur peut voir la scène. Et dans ces scènes fictionnelles avec Colin Salmon, il y a vraiment un aspect aussi très théâtral, moi j'ai trouvé, dans la façon d'agencer les décors, dans la façon de dire le texte aussi, comme tu dis, le regard vers nous, c'est aussi peut-être justement ce truc du théâtre, de donner de dire son texte vers le spectateur. Comme ça, c'est des adresses. Et aussi, dans cette question du regard, Ludie, tu disais que tout le monde est très beau, et que c'est très bien éclairé, c'est très bien décoré. Je pense que c'est aussi important, parce que mine de rien, filmer des corps noirs au cinéma, c'est pas du tout anodin, parce qu'il y a toute cette... le fait que les pellicules n'étaient pas pensées pour filmer les corps noirs à l'origine, et que même encore aujourd'hui, c'est très difficile, parce que les appareils sont pas pensés, sont pas testés sur des peaux noires, sont testés sur pas suffisamment de peau, ou ce genre de choses, et ça peut encore poser des problèmes, même si ça s'arrange un petit peu. Et je pense que c'est pas anodin non plus de chercher de la beauté dans l'éclairage, dans ses peaux. C'est en soi un acte, je pense, politique.
Ouais. Mais Barney, juste donc Jean-Claude Barney qui a fait le film de fiction Fanon là qui est sorti cette année, 2025. Il expliquait que lui, il a mis du temps à trouver un chef op qui savait éclairer les peaux noires. Il a trouvé un homme blanc roux. Donc je trouve ça rigolo, qui a pu le faire. Et sinon, il y a aussi... alors ça, c'est toujours selon Jean-Claude Barney. Pour lui, le seul qu'il ait trouvé aussi dans le monde du cinéma, c'est le chef-op de Get Out. Donc qui travaille avec Peels, quoi. Et c'est vrai. Et en fait, pour peut-être dire c'est quoi le principal problème de l'éclairage des peaux noires par les chefs-op actuels, c'est que en fait très souvent il n'y a pas d'ombre. Et c'est intéressant de voir que pour un réalisateur de films d'horreur comme Jordan Peele, forcément, si tu peux pas mettre d'ombre, c'est compliqué dans un film d'horreur, quoi. Donc voilà, c'était un peu là-dessus que lui, il avait cherché. Et le Barney, en termes de photographie, il est magnifique. Hein, c'est incroyablement beau comme film. Il me semble que l'anecdote que j'ai, c'est qu'ils ont commencé à faire des pellicules pour les peaux noires, pour les chocolatiers, je crois, qui avaient besoin de faire apparaître les nuances dans leurs produits, et que c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à réfléchir à ça. Ah. Source. Je suis pas sûr de l'anecdote, mais il me semble que c'est ça. Non, mais c'est tellement possible en plus. En tout cas, c'est crédible. Moi, du coup, il y avait un aspect que tu as abordé que je voulais un petit peu continuer aussi, c'est ce que tu as mentionné comme essayer de le montrer comme un homme et pas comme un mythe. Et voilà, je me demandais si vous vouliez un peu parler de ça, parce que je pense qu'on a tous vu des trucs différents par rapport aux stratégies qui ont été mises en place pour justement pour aboutir à ça. Est-ce que ça vous dit, on aborde un peu ce sujet ? Ouais. Moi, je viens de le revoir, et il y a un truc qui m'a marqué que j'avais jamais vu les fois d'avant. C'est comment le film s'introduit. C'est on voit l'hôpital en Algérie où il est. Je me rappelle plus son nom. L'hôpital de Blida. L'hôpital de Blida, de l'extérieur, et on voit des patients arabes avec des chaînes. Et c'est très esthétisé, et il y a un gros plan sur un des patients qui récite quelque chose en arabe, et après on voit Fanon qui arrive du fond d'un couloir comme ça, son ombre qui approche, et après on voit des fenêtres qui s'ouvrent comme si, parce qu'il va être dit un peu plus tard que Fanon a libéré les patients de leur chaîne. Je pense que c'est même dit littéralement comme ça dans le film. Et vraiment, ça t'introduit ce personnage-là comme un libérateur, en fait, immédiatement. Avant même qu'on te le présente, dans l'imagerie, c'est celui qui ouvre les portes vers l'extérieur. Comme ça. Donc ça m'a assez marqué. Ouais, mais déjà, ce qu'il faut contextualiser pour qui ne connaît pas l'hôpital de Blida, c'est qu'avant Fanon, Blida était connu pour étant le lieu de ce qu'on appelle l'école algérienne, donc qui n'est pas l'école algérienne actuelle, qui était une école qui est toutes les théories racistes sur les crânes, etc., sur la physionomie, est émanée de cette école, et notamment par un psychiatre qui s'appelle le docteur Porot. Et lui, voilà, de toute façon, Fanon, dans son œuvre, il le cite régulièrement, et c'est toutes les bêtises qu'on peut voir parfois dans des documentaires sur le fait que ils sont plus sauvages parce que leur cerveau il est comme ci, il est comme ça, c'est ça, hein, c'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que son manuel a été enseigné en France jusque dans les années 70 en psychiatrie. Donc ça ne veut pas dire que les gens qui recevaient ce savoir adhéraient, mais voilà, quoi, quand même. C'est fou. Ce que je peux aussi, pour continuer sur ce que tu expliques, Alex, aussi, c'est que dans le film, juste après, on a des... en anglais, c'est écrit psychoanalyst. Je ne sais pas comment on traduit ça en français. Est-ce que c'est des... Psychanalyste. Ok, ah oui, c'est logique. Il y a 2 psychanalystes qui viennent un peu contredire cette anecdote de Fanon qui libère des chaînes en disant que c'était pas lui qui avait mis ça en place, et que lui, d'ailleurs, il n'a pas dirigé tout l'hôpital de Blida, mais une partie, qu'il avait j'ai plus le mot, un département, je sais pas si ça se dit comme ça. C'est un service, ou je sais plus.
Ouais, un service, c'est ça. Et pour moi, ça, c'est un peu la stratégie qui est mise en place le plus souvent dans le film pour essayer de casser cette figure de mythe, c'est d'avoir des gens qui viennent un peu contredire ce qui est venu élever une forme de mythologie de Fanon. On a aussi Marie Scondé, je crois, qui vient un peu réfuter l'analyse qu'il a eue d'un livre dont je ne me rappelle plus du nom, qui parle de... Tu vois ce que Oui, c'est, le toi? livre, oui. En plus, on l'a vu 3 fois. Je sais plus. Alex, tu t'en souviens du nom? En tout Vu cas. qu'on l'a vu 3 fois et qu'on est censé quand même avoir une meilleure mémoire. C'est pas la Martiniquaise, c'est pas quelque chose comme ça? Ouais, ça s'appelle. Et le nom de l'héroïne, je sais plus. Ouais, bien. Bah déjà, alors les 2 psychanalystes qui interviewent, c'est pas n'importe qui par rapport à Fanon. C'est les deux. Alors Alice Cherki a travaillé directement avec Fanon et pendant un certain temps. Et donc elle connaît très très bien sa pratique. Et Azoulay, c'est en gros, il a coécrit avec Fanon beaucoup d'articles, tous les articles psy de Fanon, une grande partie sont coécrits par lui, quoi. Donc c'est des gens qui connaissent très très bien Fanon et qui étaient à Blida et qui ont vécu voilà, les moments particulièrement durs, voir certains infirmiers arriver une semaine et l'autre semaine, ils étaient plus là, donc ils supposaient qu'ils aient été tués. Enfin, donc ils ont vraiment... et ce choix, il est important parce que donc c'est à la fois des gens qui sont dans la pratique, qui sont analystes, etc. Alice Cherki, elle est encore vivante, hein, elle consulte à Paris d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont vraiment connu l'homme derrière le mythe. Ils ont connu surtout les violences qu'il y a eu. Hein. Il ne documente pas tellement Isaac Julien, mais à l'époque, faire la pratique qu'il faisait, lui et les autres, c'était extrêmement courageux, quoi. C'était vraiment risqué. Et donc du coup voilà, je trouve c'est vrai que c'est bien d'avoir surtout Alice Cherki, ce qui m'avait embêté je sais plus si c'est dans le Barney, on lui donne pas son nom de famille. Elle se dit je m'appelle Alice et on la montre comme une femme qui sait qui se dit ouais, je sais que je suis brillante. Et ça m'avait choqué parce que, bon, je connais pas personnellement Alice Cherki, mais c'est quand même quelqu'un de connu dans le milieu de la psychanalyse, et surtout, j'ai jamais entendu se la péter, quoi. Mais après, peut-être elle le fait personnellement, mais c'est pas l'image que j'ai d'elle, quoi. Euh, et Patrick Azoulay, il est nommé. Et il est montré comme une sorte de fanboy qui arrive un peu comme dans les films américains où il y a un héros, il y a toujours un fanboy qui le suit, qui connaît déjà son œuvre. Alors je sais pas si c'était le cas, honnêtement, mais voilà, quoi. C'est vrai que là qu'elle soit nommée, etc., ça m'a fait plaisir parce que bon, on sait très bien que c'est pas par hasard qu'une femme est mise sous silence dans un film, hein. C'est vrai, vraiment. Mais c'est intéressant ce que tu dis, ça me fait réfléchir. Et je sais pas si cette take est très aboutie, vous pouvez me contredire. Mais j'ai l'impression que du coup, le film essaye beaucoup de remettre au pied du réel la figure de Fanon en faisant exister des contradictions à ses idées ou à sa légende. Mais enfin, pour moi, en voyant le film, pour moi, ça permet pas de dire regardez, c'est pas un mythe, parce que pour moi déjà rien que de faire un film sur lui, c'est déjà acté que c'est quand même une figure assez mythique. De mettre quand même le titre, c'est pas juste Peau noire masque blanc, c'est Frantz Fanon Peau noire masque blanc, si je me trompe pas. C'est ça. Ouais. Et en fait du coup, pour moi la contradiction d'idées va même peut-être contribuer finalement à élever ce figure de mythe, parce que lui en fait il est plus là pour répondre à ça, donc on contredit ou on va parler à partir d'un fantôme. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un peu, ou ce que j'essaie de dire. Ouais, je vois tout à fait. Et je pense que c'est pas l'objectif de détruire ou de déconstruire le mythe de Fanon, parce que je pense que le film essaye d'en faire un mythe en même temps. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de
Mais ce qui est là tout le long du film, c'est-à-dire que Fanon, c'était un révolutionnaire, c'était une figure, c'est encore une figure aujourd'hui. Le fait que pour son centenaire, il y ait 2 films qui ont été faits en France, c'est aussi je pense, l'idée que petit à petit, avec le temps, il a acquis ce statut-là de figure. C'est un film qui traite aussi du rapport de Julien à Fanon. Où je pense qu'il l'a découvert et c'est quelqu'un qui lui a apporté beaucoup de choses au niveau théorique et tout ça, mais qui en même temps avait des contradictions, avait des éléments critiquables de sa vie, des prises de position critiquables, mais en même temps ça reste une figure importante et je pense qu'il y a aussi cette idée d'adresser ces contradictions, mais pas au point de dire il faut le déconstruire. Je sais pas si je suis très clair, mais je pense qu'il y a les deux qui sont dans le film. Ouais, moi je suis d'accord. Justement, c'est pour ça que j'ai parlé un peu d'une sorte de contradiction, parce qu'on va montrer le côté humanisé, de Fanon à travers ses proches et à travers des filles et à travers des aspects plus autour du désir, du corps, d'une sensualité, même si cette partie-là passe par de la fiction. Et après, on bascule vers la théorie, l'histoire des idées, et moi, je pense, voilà, parce que je vais oser dire à Isaac Julien comment faire un film, qu'il aurait dû faire un choix et qu'il aurait dû rester sur la famille et les aspects plus du désir qui est montré. Et au final, je pense que alors c'est vraiment une pure hypothèse, c'est que lui, dans son cinéma, ce qu'il veut montrer, c'est le charnel, c'est le désir, c'est le sensuel, donc quelque chose de très ancré dans le corps. Et du coup, là, il s'est dit, ouais, mais je parle Fanon quand même, c'est un mec qui a écrit des textes, c'est un révolutionnaire, il a eu un impact dans l'histoire, etc. Et que du coup, il a quand même dû le faire, quoi. Et à la fin, le film, il se recoupe parce qu'il cite la fin du texte de Fanon, enfin la fin de Peau noire, masque blanc, avec la fameuse phrase mon ultime prière, ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui m'interroge. Qui montre que, en fait, c'est un savoir situé. Et à la rigueur, je pense qu'il s'en serait sorti s'il avait beaucoup plus insisté sur le fait que, entre le Fanon qui produit des discours et des actes politiques, et lui, ce qu'il était comme être humain, s'il avait beaucoup plus insisté sur le fait que c'est un savoir situé, parce que maintenant... alors, le concept existait à l'époque en plus, hein, puisque le savoir situé, c'est 89, le texte d'Anna Haraway. Tu vois, il aurait pu trouver cette cohérence, mais malheureusement, il y a un truc comme ça qui se fait pas, quoi. Oui, puis je suis d'accord avec toi, où pour moi, le moment le plus intéressant et où le moment où justement je le trouve le plus, on va dire, puissamment vivant en tant qu'individu, Fanon, c'est dans cette énorme contradiction de tout ce discours qu'il a par rapport à l'amour en tant que personne noire et le fait qu'il va se marier à une femme blanche. Et où c'est totalement, si j'ai bien compris, en désaccord avec ce qu'il disait dans son discours à peu près à ce moment-là. Et moi, je trouvais que ça, c'était fascinant, en fait, de voir cette friction et qui est abordée quand même très peu, finalement, dans le film. Avant de passer à ce sujet-là, qui je pense est un sujet assez important du film, il y a aussi ce truc du titre, parce que le titre annonce Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, donc on a l'impression que ça va être un film sur le livre, et finalement on a une biographie. Et je pense que c'est aussi cette idée de montrer que la théorie et la vie de Fanon sont intrinsèquement liées tout le temps, et que tu peux pas parler de l'un sans parler de l'autre, quoi. Parce que l'un a tout le temps influencé sa vie et inversement. Ouais, surtout que l'écart entre... parce que là, Fanon, il est mort à 36 ans. Hein. Donc il est né en 25, il est mort en 61, comme Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, il est mort juste quelques mois avant Fanon. Hein. Et d'ailleurs, Fanon, il a eu le temps d'écrire un texte. Et donc, du coup, le dernier livre de Fanon, c'est le fameux Les damnés de la Terre, sort en 60-61. Lui, il est mort en 61. Donc, non, je dirais peut-être 59. Il a peut-être fini en 59. Et Masque Blanc, Peau noire, masque blanc, c'est 51-52. Donc il y a très peu d'années entre les deux, et entre-temps il développe sa psychiatrie à Blida. Alors peut-être
mais ça, c'est un aspect qu'il aborde pas, donc je sais pas si on en parle, mais grosso modo, enfin si, ils en parlent un peu, mais avec quelques erreurs. Enfin, c'est un truc qui est jamais précisé, ça. Mais en fait, on dit que Fanon, il s'est inspiré de ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle, qui est un mélange de marxisme et de freudisme. Et l'idée, c'était, on laisse les patients libres, on les enferme pas, et ils prennent en charge un certain nombre de choix collectifs, quoi, d'ateliers, etc. Et c'est né à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils se sont rendus compte que pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait plus de personnes pour enfermer des schizophrènes, par exemple, ils allaient mieux. Donc ils ont un peu découvert, il n'y aurait pas un lien entre l'enfermement et un aggravement de symptômes. Enfin, je l'exagère, mais c'est limite ça, quoi. Et il y a des psychiatres qui ont commencé à penser ces questions-là, dont le maître, on va dire, celui qui a formé Fanon, c'est Frances Tosquelles, qui lui donc est psychanalyste, psychiatre, qui a été formé qui a eu comme analyste un analyste viennois, je crois, qui a fui la montée de l'ITER pour se réfugier là où il habitait, donc en Espagne, mais notamment pendant la guerre entre la Catalogne et l'Espagne. Parce que Tosquelles était un résistant, et il a choisi un psychanalyste résistant aussi, et voilà, c'est comme ça que ça s'est un peu formé, et du coup donc Fanon il importe un peu les théories qui vont être issues de cette pratique, mais il va très vite rompre avec. Il va parler de sociothérapie, parce qu'il va, et ça c'est le truc, je trouve, qui est loupé partout, c'est qu'il va trouver que la psychothérapie institutionnelle, elle est trop occidentale, et elle importe justement des pratiques qui sont celui de l'Europe, et qu'elle peut pas marcher en Algérie. Et c'est ça son acte fondateur, c'est quand il va rompre avec ça. Et il a un deuxième argument qui est absolument incroyable, parce qu'en fait, le principe de la psychothérapie institutionnelle, c'est de retrouver on va dire, dans l'établissement, le fonctionnement de la ville et de la société. Et là, il a un argument qui déboîte tout. Il dit, mais du coup, si on fait ça, ça va répéter les inégalités et les rapports de pouvoir de la ville et de la société. Donc voilà, et ça, c'est un aspect qui montre aussi... et il a eu que 10 ans, ça veut dire que ça, il n'a pas pu plus le développer. Enfin, c'est, dans une carrière de psy, c'est rien, 10 ans. Hein. Enfin, on est encore un bébé, quoi. Enfin, faut savoir que Fanon, quand il meurt, c'est encore un bébé du point de vue de l'expérience clinique. Voilà, normalement, on commence à être vraiment considéré comme expérimenté à partir de 15-20 ans de pratique, quoi. Bon, j'exagère un peu, hein, mais faut savoir aussi qu'il y a quelque chose de très jeune chez lui, et qui est coupé court par la maladie, quoi. Ce dont tu parles, sauf la fin, c'est un peu traité dans le film d'Abdenour Zaza, Chronique fidèle survenue au siècle dernier à l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, au temps où le docteur Franz Fanon était chef de la 5e division entre l'an 1953 et 1956, qui est le titre complet du film. Voilà, c'est pas le synopsis, c'est pas le descriptif sur Allociné. Non, c'est le titre. Oui, c'est vrai, et notamment quand il parle de la décoloniatrie, qui est l'art de déconner avec le patient, en gros. Ça, c'est du Tosquelles, va dire, c'est donner une place dans la pratique psychothérapeutique à l'humour, quoi, et au fait de pas prendre. Alors, c'est pas de pas les prendre au sérieux, parce que souffrir, c'est sérieux, mais de prendre une certaine distance par rapport au discours, justement, par l'usage un peu de l'humour, et d'une sorte de décalage. Et ce qui est d'autant plus important que ça émane de la psychanalyse, qui est
la pratique par le discours, par l'écoute du discours et par le discours. Avec ce côté parfois très, très sérieux de l'interprétation, un peu de but en blanc qui peut être très comme ça écrasant. Et le fait d'autoriser un peu quelque chose de l'ordre de la déconnade, c'est aussi un moyen de casser ce rapport de force aussi. Donc, et de ramener et de casser aussi les prédéterminants. Ça veut dire souvent on a une idée conçue de soi à travers une histoire. On va dire bah, si je suis comme ça, c'est parce que tata. Le fait et c'est comme ça qu'il utilise Toscaïez justement. C'est que quand lui il entend ça, il commence à raconter des conneries avec le patient et le patient raconte des conneries à son tour. C'est un peu comme ça une manière de rompre le déterminisme, on va dire, du discours interprétatif qui n'est pas censé l'être. Mais de fait, voilà, on donne toujours un pouvoir. Dès lors qu'on donne un pouvoir de vérité à quelque chose, bah forcément, il y a quelque chose de presque unilatéral, quoi. Pour revenir un peu sur le film, dans ce que tu dis, il y a aussi un truc qui m'a marqué. J'ai pas de réponse à ça, c'est que il y a pas mal de scènes d'écoute, comme tu dis, l'importance de l'écoute dans la psychiatrie, mais dans des scènes où on voit des visages comme ça avec Fanon qui les écoute, et ça se passe dans des lieux qui sont un peu indéfinis, qui ont un peu l'air d'être à la fois des hôpitaux et à la fois un peu des églises, parce qu'il y a des vitraux au mur, il y a une lumière, c'est assez sombre comme ça. Et j'ai pas de réponse vraiment, mais il y a quand même c'est un peu cette idée donc on parlait du mythe. Un lien qui est là tissé entre presque le psychologue et le prêtre, quoi, qui doit écouter je sais pas comment on dit là, les gens qui viennent lui parler, quoi. Bah, Foucault dirait que c'est tout à fait normal puisque c'est finalement la pratique de l'aveu face au prêtre qu'on retrouve chez l'analyste par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre d'une écoute qui va pas être répétée. Alors la différence c'est que le prêtre il va à la fin dire combien de prières il faut dire pour être absous de ses péchés. Le psy va pas faire ça. Il va essayer de l'aider à comprendre, à la rigueur des conseils, mais vraiment c'est pas trop l'idée. Mais on est mais il y a quelque chose, oui, je pense de cet ordre-là. Et aussi, je sais pas si c'est pas pour que c'est pas pour parler de la figure du martyr, parce qu'il y a toujours un aspect religieux au martyr. C'est un concept religieux, le martyr. Et à un moment, le fils de Fanon, donc Olivier Fanon, il parle de dire bah moi je suis un enfant d'un martyr, quoi. Et il est mort pour la guerre. Et là, c'est vrai que c'est des trucs. Et ce qui est très, très, très bien fait dans ces scènes, par contre, c'est comme. Et là, on sent que c'est un plasticien, donc le réalisateur, c'est que les regards, ils sont découpés. C'est pas un champ contre champ, tout est sur le même plan. Donc on devine que Fanon regarde son patient et que son patient regarde Fanon, mais ils sont mis sur les deux plans pour qu'on les voit un peu comme du cubisme, genre comme si on voyait différentes facettes sur le même plan. Et derrière, il y a quelqu'un qui regarde dans le vide. Et même les regards, ils sont toujours perpendiculaires, j'avais l'impression. Comme dans un confessionnal où le prêtre et celui qui vient parler ne regardent pas dans la même direction, il me semble. Parce que le prêtre regarde devant lui et il me semble que celui qui vient se confesser regarde l'oreille du prêtre. Comme je me suis jamais confessé. Ah. Mais il me semble dans les scènes de films où ça se oui. passe. Mais c'est marrant parce que moi c'est un peu symptomatique de ce plan que je trouve aussi esthétiquement très beau, mais un truc qui fait que j'ai pas aimé le film, c'est le fait que il y a très peu d'accueil pour un peu l'imprévu ou ce qui n'est pas contrôlé. Et là, typiquement, en ne mettant pas deux personnes face à face ou en faisant pas un contre-champ, mais en les mettant en scène comme ça, tu ne laisses pas la possibilité qu'il se passe quelque chose quand elles se regardent, tu vois. Il y a aucune... rien ne peut se passer. Et moi, le moment que j'ai préféré dans le film, c'est le seul moment où il lâche le contrôle, c'est quand il y a le frère de Fanon, à la toute fin, qui lit une lettre, je crois, que Fanon lui a écrit quand il était à l'hôpital, et qui commence à pleurer.
et qui part de l'image et qu'ensuite on remet le plan où il relit tout bien cette lettre, mais on a quand même laissé celui où il pleurait. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est là qu'on nous laisse un petit peu quand même quelque chose hors du contrôle. Et je trouve que ces plans qui sont effectivement très beaux et des très belles idées symboliquement, moi, il y a un truc où c'est tellement contrôlé, du coup, que j'ai un peu du mal à adhérer à ce que ça essaie de nous proposer en termes de regard. Enfin, c'est quand même marrant, un film qui ne fait pas vraiment se regarder ses personnages, finalement. Des regards qui se rencontrent pas finalement. Et, Oui, c'est ça. c'est un peu ça. Et peut-être il y a de ça. Je sais pas, peut-être il y a de ça dans ces moments cliniques, notamment avec le fameux flic qui torture et qui souffre de torturer, qui en plus hier hier moi j'avais revu une deuxième fois avec Alex et ma camarade et pote Andrea, avec qui on fait les lives sur Map. Et il y avait ce moment où elle a rappelé que quand même, à aucun moment le mec dit regretter, et ce qu'il veut, c'est de pouvoir continuer à torturer sans culpabiliser, quoi. Et dans le film, c'est montré comme quelqu'un qui dit ouais, bah je vais démissionner si on m'entend pas, quoi. Et, et surtout ce qui rajoute à l'aspect religieux où il le sauve presque par la confession, quoi. Où à la fin. C'est un peu cette figure de Fanon, du coup romantique, où Fanon, par la simple écoute, peut sauver des gens. Mais c'est vrai qu'il y a cette volonté de sauver le blanc, hein, dans la démarche de Fanon, de lui-même, hein, qui est présente. Et il ne peut pas le faire autrement, c'est un soignant, c'est-à-dire c'est profondément un soignant. Et même s'il est révolutionnaire, et même s'il va défendre la contre-violence, justement, enfin, donc un usage de la violence pour se libérer, ça reste quelqu'un qui veut soigner. Et il peut pas être autrement, je pense, là-dessus. Mais c'est vrai qu'on sait rien. En fait, les cas qui sont à la fin, donc où il y a des patients qui témoignent, ils sont issus de la partie 5 des Damnés de la Terre. Donc on a les écrits, etc. Et ce rapport justement à cet homme qui torture et qui semble se plaindre d'en faire des cauchemars, rien dans le texte n'indique une quelconque prise de position qui serait de l'ordre de l'empathie chez Fanon. Et dans le film de Zaza, on voit qu'il a l'air plutôt consterné. Dans le film de J.C. Barney, il y a une espèce de plan final où, genre, tu sais, où tu as l'espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, là, le travelling qui avance, mais on a l'impression qu'il est un peu décalé. Enfin, je sais plus comment on l'appelle. Comme dans Les Dents de la Mer, là. Tu sais, c'est quand la caméra à la fois avance et il y a une partie qui recule. Oui, c'est un travelling compensé, ça. Ah voilà, travelling compensé, donc sur ce fameux militaire, quoi, avec les deux regards qui s'échangent, quoi. Et souvent, c'est les trucs qu'on a dans les films quand quelqu'un va partir et on veut pas qu'il nous quitte, et comme une sorte de regret. Et ça, c'est un plan qui a énervé beaucoup de gens. Justement, le film de Barney, de Jean-Claude Barney, il a eu une réception assez mitigée, parce que justement ce plan-là a énervé pas mal de gens. Alors pour moi, ça m'a pas spécialement énervé. C'est un choix de Jean-Claude Barney. Lui, il a décidé. En tout cas, lui, il a compris comme ça que peut-être Fanon, il avait de l'empathie pour cet homme-là. Et il a fait un choix de réalisateur, pas qui est critiquable, hein, mais c'est un choix, quoi. Mais voilà. C'est vrai que je trouve le film de Zaza garde l'ambiguïté. On ne sait pas vraiment à la fin de la scène qu'est-ce que pense Fanon de ce mec-là. Je trouve que on sent qu'il est intéressé en même temps parce qu'il a une espèce de cas paradigmatique en face de lui de quelque chose. Il est choqué par la violence de ce qu'il raconte. Mais effectivement, au niveau de l'empathie, je trouve que le film est ambigu. En tout cas, c'est flottant. De toute façon, il est excellent, hein, Alexandre Azzan. C'est Alexandre Azzan, il s'appelle. Hein.
C'est ça, Oui, c'est ça. l'acteur, il est génial hein, dans celui de Abdenour Zaza, quoi. Je le trouve Ouais, ouais. vraiment. Ouais. Et c'est vrai que cette question-là du blanc et est-ce qu'il faut sauver le blanc, je pense que c'est quelque chose qui travaille Isaac Julien parce que quand même le film appuie beaucoup sur les relations entre hommes blancs et hommes noirs. Il y a Stuart Hall, il a un passage juste sur ce sujet-là. Et c'est quelque chose qui traverse d'autres films d'Isaac Julien, comme Langston, où il y a des relations entre hommes blancs et hommes noirs, et aussi Young Soul Rebel, donc pour lequel il a eu un prix à la quinzaine des cinéastes, où il y a aussi... les deux personnages principaux sont deux hommes noirs, et au début, on pense qu'ils sont en couple. Jusqu'au moment où le film nous révèle, entre guillemets, qu'en fait non, il y en a un qui est hétéro, et il y en a un qui est homosexuel, et celui qui est gay commence à sortir avec un punk blanc. Et donc il y a aussi ce rapport-là. Donc je pense que le fait que ça soit dans le film, que ça ait une importance dans le film, c'est aussi des sujets, je pense, qui travaillent Isaac Julien en tant qu'être humain, tout simplement, et peut-être là aussi où il a peut-être des accrochages avec Fanon aussi, et ça fait partie de cette déconstruction de cette figure-là, je pense. Moi, je pense, maintenant que tu le dis, que peut-être il aurait dû faire à 100% un film d'Isaac Julien. Parce que c'est vrai que ça, c'est présent, mais c'est aussi dans une sorte de retenue. On sent que face à la figure écrasante de Fanon, il n'est pas allé jusqu'au bout. Parce que c'est vrai que moi, j'ai vu donc Looking for Langton et un autre qui est un court-métrage qui est dans le DVD français de Looking for Langton. Enfin, et du coup, on sent que ça, il l'assume. Il le traite, on va dire plutôt, il le traite complètement, alors que là, ouais, il y a quelque chose qui est... Et en même temps, quand on lit la fin de Peau noire, masque blanc, il y a ce côté, hein, enfin, il y a quand même quelque chose d'une proximité avec l'homme blanc. Par exemple, il dit pourquoi tout simplement ne pas essayer de toucher l'autre, de sentir l'autre, de me révéler l'autre? Ma liberté ne m'est-elle donc pas donnée pour édifier le monde du toit? Donc on voit qu'il y a quelque chose d'une proximité. Et là, il parle justement de la différence entre homme blanc et homme noir. Mais il parle que d'hommes. Hein. Alors on peut dire qu'il fait l'homme universel, mais il parle pas de femme en tout cas. Et ça, c'est un truc, justement, quand on met ce passage, je me souviens de Mutu, donc de femmes Mutu, qui disaient et pourquoi pas les femmes? Alors, on peut dire que c'est parce qu'à son époque, il utilise le masculin universel, mais sur une écoute plus gaie, on va dire, on peut se dire, est-ce que Isaac Julien, il n'a pas entendu depuis, en faisant une lecture homosexuelle homme, et dire, en fait, pour lui, il s'intéresse qu'à l'homme, quoi. Moi, ma take, c'est que je pense qu'Isaac Julien voulait faire un film sur Fanon qui avait des pulsions, en tout cas un refoulé homosexuel, et qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Ouais, moi, je pense qu'il y a de ça, honnêtement. Enfin, en l'ayant vu 3 fois, quand tu en as parlé hier soir, et quand je l'ai revu là tout à l'heure, je pense qu'il y a de ça. Hein. On en revient à ce que tu disais au début, finalement, que ce qui était intéressant et qui aurait été chouette d'explorer plus dans le film, c'est le rapport au désir, finalement. Ouais, exactement. Ouais. C'est comme si le politique, en fait, il avait écrasé le désir. Et c'est dommage. Ma take, c'est plus que le documentaire a un peu, ou disons le documentaire conventionnel a un peu écrasé ce qu'il aurait pu faire avec toute cette matière. Parce que quand même, moi, quand j'ai vu ce film, je me suis dit c'est dommage parce qu'il a plein d'idées super qu'il a vraiment essayé de caser dans un documentaire conventionnel. Parce qu'il reste quand même avec des entrevues et il y a ces plans très classiques avec les noms écrits. Et à l'intérieur de ça, tu as tout ce travail qu'il fait avec la fiction. Et j'étais, mais qu'est-ce que c'est dommage qu'il ait casé ça à l'intérieur et qu'il n'en ait pas fait un truc un peu indépendant qui puisse vivre par lui-même.
Et voilà, moi je pense que, mais c'était, je sais, vous disiez un peu que finalement il avait peut-être pas le choix d'avoir cet aspect biographique de Fanon, parce qu'en soi, ce qu'il a dit n'était pas déconnecté de sa vie, mais je pense que ça lui a aussi, enfin ça l'a aussi contraint à une forme documentaire qui n'était peut-être pas celle qui permettait le plus de développer ses propos, à mon avis. Ouais, moi, je suis d'accord. Mais après, ces autres films, ils travaillent toujours un petit peu entre les deux. Ouais. Ah ouais? Mais pas de cette manière-là. Enfin, tu vois, tu vois, c'est quand même plus arty Looking for Langton, tu vois, même Ouais, s'il y a tout un à fait. aspect documentaire. Et il n'y a pas le côté documentaire BBC ou Arte. Et moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Hein, ça m'a déçu, ça. Parce que, notamment chez Isaac Julien, c'est un cinéma de la musique, aussi du flow, quoi. Il y a toujours un flow incroyable. Et les moments d'interview, il casse sa façon d'écrire. Parce que moi, c'est ce que j'aime chez lui, c'est cette musicalité, quoi. Et on a l'impression qu'on est dans un bar à New York avec quelqu'un qui lit un poème, qui parle voilà, de la vie que cette personne mène, etc. Avec un petit orchestre jazzy en fond, quoi. Et j'adore le côté très Harlem Renaissance, et notamment Looking for Langdon, c'est sur une figure emblématique de Harlem Renaissance, quoi. Et c'est vrai, moi je suis d'accord, le côté documentaire classique. Et du coup, il laisse pas de trucs à l'accident. Parce qu'à la rigueur, un truc un des trucs les plus, enfin moi je trouve génial dans le documentaire, c'est de trouver des réalisatrices qui vont aimer l'accident, justement. Oui, puis après, c'est marrant, parce que moi j'ai vu il n'y a pas longtemps Into the Abyss de Werner Herzog, où il reprend vraiment la forme classique de documentaire, et il arrive mais il va puissamment à l'intérieur de cette forme-là. Alors que là, je pense qu'effectivement, cette espèce d'entre-deux à l'intérieur du conventionnel permet pas de déployer ce truc qu'on perçoit quand même, hein, qui, moi, du coup, en plus, comme t'en parles là, ça donne envie d'aller voir ces autres films où il peut vraiment déployer peut-être ses idées esthétiques et son rythme et sa musique, comme tu en parles, qu'on perçoit quand même dans le film. Après, si tu compares à des chefs-d'œuvre aussi. Et en même temps, c'est un chef-d'œuvre qui reprend la manière très conventionnelle de faire du doc, quoi. Il va interviewer des gens. C'est vrai qu'il y a cette perméabilité que tu as décrite, elle est complètement là, où il y a vraiment ces scènes, effectivement, que moi j'aime plutôt les scènes fictionnelles, mais c'est vrai qu'elles sont très cliniques, effectivement, elles sont très froides, il n'y a rien qui peut rentrer, où tu as vraiment l'impression qu'il veut donner une idée avec cette scène-là, et c'est tout. Elle ne peut pas accueillir autre chose. Même si je trouve que c'est quand même assez bien fait, parce que tu as ce truc d'église qui est pas consommé, tu sais pas vraiment à quoi ça fait référence. Il y a pas mal de petits trucs que tu dis, je sais pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, comme le passage où il est torse nu de dos, qui est assez étrange comme vision de Fanon, tu vois. Il y a aussi un truc très, très érotisant là-dedans, où tu sais pas vraiment le sens que ça a dans cette scène-là. Donc, qui permet que ça soit pas non plus inintéressant à regarder, mais c'est vrai que je comprends tout à fait l'aspect très imperméable. Et je pense aussi, il y a peut-être aussi une vision de ce qu'est la clinique, parce que c'est vrai que les moments cliniques sont très froids, et les moments cliniques sont cliniques. Mais justement, la clinique psy, c'est pas froid du tout, quoi. C'est chaleureux, il y a de l'affect, il y a des pleurs, il y a des rires, il y a des moments de révélation et de révolte. C'est extrêmement vivant, la clinique, en vrai. La clinique psy, c'est quelque chose. Justement, c'est un dispositif de vérité. Bon, donc il y a un côté pouvoir parce que c'est un dispositif, mais il y a quelque chose en tout cas quand on travaille un minimum correctement, il y a quelque chose de l'éclatement de la vérité, quoi. C'est aussi ça, le fait de se dire, je peux parler à quelqu'un que je connais pas, qui dira rien aux autres, c'est parce qu'on peut être soi-même, et lâcher ce qu'on peut pas lâcher, ce qu'on retient. Et c'est vrai que souvent les gens, j'ai l'impression que quand on dit clinique, le terme clinique, on pense à la clinique médicale, quoi.
Mais pas la clinique du discours, de venir voilà, quand ça va pas, etc. De venir pas forcément habillé comme on est habillé dans le social, mais venir un peu comme on est. Donc ça fait un peu McDo, je suis désolé. Mais il y a quelque chose comme ça, genre on peut venir voir son psy en limite en pyjama. Enfin, et ça arrive vraiment, ça. Et, ou quelqu'un qui d'habitude est en tailleur peut venir en jogging, quoi. Et parce qu'il y a quelque chose comme ça qui fait qu'il y a une sorte de contrat tacite de dire bah non, venez comme vous êtes, on n'est pas trop dans la représentation. Et, C'est intéressant ce retournement du terme clinique qu'on voit un peu dans le film de Zaza, je trouve. Oui. Oui, c'est ce qui est étrange parce que la mise en scène est très fixe, c'est en noir et blanc, c'est un hôpital, mais pour autant, effectivement, on rigole plus que dans le film de Julien, j'ai envie de dire. Moi, il y a un des sujets que j'ai trouvé, un truc que j'ai quand même trouvé très intéressant, c'est ce mélange des différentes matières documentaires ou matières cinématographiques. On a aussi donc des entrevues qu'on a un petit peu détaillées, et il y a des archives aussi qui entrecroisent. Et parmi ces archives-là, on a aussi des extraits de films. Et tu parlais de la question du regard tout à l'heure, et j'ai l'impression qu'il y a aussi, donc, quand on est dans un film comme ça, avec différentes matières, il faut se poser la question de quelle matière est assignée à quelle fonction, et à quoi elle va servir à montrer, parce qu'il y a des scènes fictionnelles qu'on aurait pu mettre une archive à la place, ou une entrevue, où on aurait pu mettre le personnage de Fanon qui parle à la place. Et je trouve qu'il y a vraiment une réflexion dans le fait que l'archive, c'est avant tout d'abord quelque chose qui a des trous. Et je pense que la fiction, tous les passages avec la fiction servent aussi à combler ces trous et à venir les interpréter, observer le passé avec un angle, avec une position politique, ou peu importe. Et j'ai trouvé un terme dans une entrevue de Julien, il appelle ça critical fabulation, donc des fabulations critiques, qui en fait c'est l'idée où on va venir un peu teinter certains documents, certaines archives, en comblant le trou qu'elles ont, pour en donner une certaine lecture. Et je pense que dans un contexte de film colonial ou décolonial, qui parle, en tout cas qui parle de la colonisation, je pense que cette question-là de d'où viennent les archives, quels trous elles ont et pourquoi elles ont des trous, je pense que c'est essentiel. Et il y a un peu quelque chose dans ce film-là de l'archive qui a une valeur fictionnelle et la fiction qui a valeur d'archive. Voilà. C'est vrai que les archives, en plus, il y a des archives d'actu, parce qu'à un moment, je me souviens, il y a De Gaulle, là. Il y a les archives là, de deux films. Il y a des archives venant de la bataille d'Alger, là, de Ponto Combo, il s'appelle Ponto Cuervo, je sais pas comment ça s'appelle. Ponte Corvo. Ah oui, moi j'appelle Ponto, ouais. Et moi, ça me fait penser à une réflexion de Laura Mulvey, donc, qui est connue plutôt pour son article sur le male gaze. Et elle a écrit un article aussi sur les archives, sur l'usage des archives de colons, donc c'est un contexte un peu différent. Et elle parle de dislocation. Et justement, elle travaille de tout ce travail du trou, parce que déjà, il y a un écart en termes de temps, mais surtout, il y a quelque chose qui est celui d'un point de vue, donc là, dans son truc colonial, qui va être réattribué avec un autre sens. Et il y a toujours ce truc-là. Et par exemple, le premier film palestinien, on va dire, enfin, un des premiers qu'on connaît en termes de lutte, qui s'appelle l'occupation de Gaza, donc de Mustapha Abdou Ali, il reprend une archive, enfin, un documentaire, enfin, un reportage français, qui montre du coup l'armée israélienne comme super gentille, et lui il refait un nouveau montage, il zoome sur les yeux des Palestiniens et il crée un nouveau commentaire dessus, quoi.
Et je pense il y a quelque chose toujours quand on utilise les archives justement de dire en fait c'est comme si on disait bah peut-être l'archive c'est elle qui est fictionnelle et que le travail esthétique que je vais faire ça va être ça la réalité quoi. Enfin, moi j'ai pensé à ça quand on a parlé. Bah, c'est intéressant parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur l'archive et sur justement ce qu'on appelle l'incomplétude de l'archive. L'idée qu'il y a toujours une partie de l'archive à laquelle on n'a pas accès, vu que ben voilà, nous on regarde dans le présent un fragment de passé. Et il y a notamment Marie-Pascale Huglot, qui était ma directrice de mon mémoire, qui a écrit un article assez intéressant sur ça, où elle dit qu'en fait, c'est dans cette incomplétude que l'art va pouvoir se créer, que les artistes vont pouvoir avoir de la matière. Donc ça fonctionne assez bien avec ce que tu dis par rapport au film palestinien. Après, moi, ce que j'aime bien avec l'archive aussi, c'est non pas essayer de reboucher ce trou, mais de faire avec ou d'intégrer ce trou. Et il y a une image dans le film, et je crois pas que c'est une archive, mais ça me parle quand même avec ce sujet-là, ça m'a fait penser à ça, que j'ai bien aimé. C'est une image qui a vraiment plutôt une facture documentaire conventionnelle comme toutes les autres, avec une personne face caméra qui parle. Et c'est une femme qui est en train de raconter, je crois, quelque chose qu'elle a fait en lien avec le FLN. Et en fait, elle a l'air de réciter un texte. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qu'elle récite ? Est-ce qu'elle a écrit son témoignage et elle est en train de le lire ? Est-ce qu'elle est en train de parler de... Enfin, il y avait un peu ce trouble qui est jamais réglé dans le film. Et là, pour le coup, j'ai bien aimé ce plan parce que je savais pas qui était cette femme. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas son nom qui apparaît à l'écran. Et je savais pas quel type d'image on était en train de me montrer. Oui, en fait, elle explique comment elle et son groupe ont tué un officier français. Non, c'est pas elle, c'est une autre dame. C'est pas elle parce qu'il y a plusieurs femmes qui parlent et elle, je sais plus ce qu'elle raconte. Mais en tout cas, c'est aussi une femme qui parle de ça. Mais elle est clairement en train de réciter. Mais je sais pas d'où elle récite. Mais je me souviens plus. Elle raconte quoi Ouais, parce qu'il y a plusieurs anecdotes un peu similaires. T'as celle qui raconte comment ils ont tué un officier. T'en as une autre qui raconte, je sais plus, une qui raconte une réunion, je crois, où elle dit justement qu'elle voulait participer. Ah, celle qui parle comme si on était dans un film de la Nouvelle Vague. Ouais, un peu. Mais oui. Mais moi, à la fois, j'étais content parce que j'avais l'impression d'être j'avais l'impression que c'était un personnage dans un film d'Agnès Varda, quoi. Ouais, Parce voilà. elle avait ce ton typique des années 60-70 du cinéma français, enfin, cette façon de diction, quoi. Elle a une diction qui fait très ce cinéma-là, qui du coup, moi, me plaît parce que c'est un cinéma que j'aime bien. Et du coup, ouais, mais c'est vrai, je m'en souviens maintenant. C'est bien que tu dis ça parce que du coup, ça conforte dans l'idée qu'il y a un truc un peu étrange avec sa façon de parler et où peut-être c'est pas du tout mise en scène et qu'effectivement, elle a juste un parler, pour dire vite fait, vieux français, ou alors elle était en train de réciter, on sait pas trop. Mais c'est vrai que ça fait voix off, hein, on dirait une voix off d'un... Enfin, moi, j'ai pensé à une voix off d'un film de Varda, quoi, par exemple. Ouais, de ouf. Ouais, mais moi, je me suis vraiment posé la question. Je me dis, est-ce que c'est une actrice parce que, est-ce que... D'ailleurs, j'ai failli essayer j'ai failli faire un screen pour demander à des cinéphiles si elle la connaissait, parce qu'elle faisait vraiment actrice, quoi, de l'époque, quoi. Ouais, moi je voulais regarder dans le générique de fin, mais après je me suis dit je saurais probablement pas comment elle serait citée, mais je pourrais regarder pour trouver des réponses à mes questions. Après j'aime bien ce flou, il est pas plus mal. Ouais, toi, tu disais qu'il n'y avait pas assez d'imprévus. Hein, il y a 2 plans d'imprévus, alors de quoi je parle? Mais moi, tu vois, cette question de l'archive, en fait, je l'ai eue avec le plan qui est réutilisé de la bataille d'Alger. Donc, qui est le plan avec la femme voilée qui passe le contrôle de police et qui amène un pistolet à un homme plus loin pour qu'il tue aussi un officier français. Et en fait, moi, j'ai bien aimé cette archive-là, donc, qui est tirée d'un film de fiction, où on disait est-ce que le document est fictionnel ou est-ce que la fiction est documentaire. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de documentarisation d'une fiction où on va faire advenir comme plan une réalité. C'est-à-dire que on sait que cet événement-là a existé,
mais il n'a pas été capté à l'époque où on n'a pas d'archives de ce genre d'événement-là. Donc on va utiliser la fiction pour le faire exister. Et là, du coup, il acquiert une espèce de qualité documentaire parce qu'il vient imager quelque chose qui a été expliqué par la voix off, qui fait que, effectivement, les femmes voilées participaient à la Révolution, entre autres parce que les soldats français les considéraient comme inoffensives. Et je trouve que ça assez intéressant, ce changement de qualitatif en fait de l'archive, parce que c'est pas dit que ça a sorti d'un film de fiction. On le sait pas si t'as pas vu le film. Bah, franchement, si on connaît pas le film, on le sait pas. Enfin, c'est pas non plus le film le plus connu de la Terre, vu comment il a été longtemps censuré en France. Enfin, en plus, comme c'est avant la restauration qu'on a eu il y a pas longtemps, ça fait vraiment archive, parce que l'image elle est un peu dégueulasse, quoi. Et, et du coup, c'est vrai que. Mais moi, à un moment, j'ai eu un trouble parce que j'ai dit, je connais ces images, mais comme moi, je connais que la version restaurée. Donc j'ai vu une version avec une très belle image nette, etc., nettoyée, enfin voilà, dans les règles de l'art, et j'ai vu cette version beaucoup plus dégueu, c'est pas gentil, mais en tout cas beaucoup moins qualitative, et du coup j'ai eu ce truc de dire, mais est-ce que ça faisait archive, alors que c'est un mec qui est un réalisateur, quoi, qui maîtrise l'image, etc. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça m'a fait vraiment un effet bizarre à ce moment. Il y a un moment où j'ai eu un doute, quoi. Bah, c'est intéressant parce que... Je trouve que c'est intéressant, ouais. Excuse-moi, Ludie. Ah, t'inquiète, j'allais dire, parce que moi, c'était un peu ça que j'avais eu comme une des conclusions dans mon mémoire, c'était qu'une archive, il y a un double mouvement dedans qui est qu'elle fait surgir et le réel et sa fictionnalité, parce qu'en fait, l'archive, on peut la décontextualiser et la remettre dans une narration, comme là, c'est le cas. Et en même temps, en faisant ça, moi, c'était des archives plus documentaires, qu'on mettait dans des dispositifs fictionnels. En faisant ça, on venait à la fois donc leur donner une narration et donc les fictionnaliser, et en même temps, elle venait faire acte de réel dans une fiction. Et là, ce qui est encore plus intéressant avec ce que vous dites, c'est que c'est à la base une fiction qui vient faire acte de réel et de fiction dans une œuvre qui est elle-même mélangée entre la fiction et le réel. Ouais. Bah, c'est une œuvre de fiction qui a quand même une ambition documentaire, au sens où c'est un peu de la caméra épaule, guérilla, etc., qui en plus a pour but de parler d'un événement réel. Donc déjà, à la base, le film est déjà aussi un acte un peu à la marge, quoi. Ouais, oui, c'est intéressant. Avec un des monteurs les plus prolifiques du cinéma italien de l'époque. On a le monteur de ce film, c'est le même qui a sur des Bava. Ça m'avait toujours fait rire, quoi. Ouais, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est genre le mec qui faisait 200 films par année, quoi. En tant que monteur. Et il y a Morricone aussi à la musique. Et à Morricone, oui, donc du coup on est quand même sur des mais c'est vrai que mais par exemple sur l'histoire aussi des archives et de moments de vérité, de mélanger, il y a un film que j'ai vu récemment qui s'appelle Retour à Reims, qui fait ce deux types d'usage d'archives, c'est donc des archives de films et des archives d'interviews, etc., et qui crée son discours avec un montage assez fabuleux, quoi. Le réalisateur, il est aussi monteur, et ça se voit. Et c'est vrai que ça crée un régime de vérité, on va dire, qu'on ne pourrait pas faire autrement, quoi. Et je ne sais pas comment le décrire, mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose et que seul le documentaire peut faire, quoi. Mm-hmm. Moi, c'est là que je trouve ça intéressant, c'est que du coup, dans le film de Julien, il y a beaucoup d'images qui ont deux qualités à la fois fictionnelle, à la fois documentaire, où elles peuvent avoir par un moment un peu les deux, même peut-être même d'un visionnage à l'autre, deux perceptions un peu différentes. Attendez, c'est comme si une image n'était pas forcément documentaire ou fictionnelle, mais pouvait relever du document. Wow. Mais oui, mais c'est rare que les films l'adressent de cette façon. C'est vrai. Et moi, ça me fait penser aussi à un très beau concept, parce qu'on a utilisé beaucoup le mot trouble. Alors, les gens n'aiment pas forcément le mot trouble, moi je l'adore, parce que je pense
à Trouble dans le genre. Et je pense aussi à Vivre le trouble de Dana Haraway, qui justement, elle cultive le trouble pour produire des nouveaux récits. Donc Dana Haraway, bon, enfin, on ne la connaît pas forcément, mais c'est une philosophe américaine. Et elle a dit beaucoup de choses, mais un de ses axes, c'est la production de nouveaux discours, de nouveaux récits même. Et ça fait lien avec Fanon parce que elle dit que en fait, et ça fait lien avec le Deep, de ce qui est critiquable chez le Deep, c'est que en fait, elle dit que on a construit des récits de naissance, de seconde naissance, à travers un meurtre. C'est par exemple, elle explique, il y a beaucoup de mythes. Il y a une première naissance qui n'est pas une vraie naissance, et il y a une seconde naissance qui est liée à un meurtre. Typiquement, c'est le Deep, on tue le père. En gros, dans la psychanalyse, quand on tue et mange le père, c'est là que on culpabilise et c'est là que la civilisation advient. Donc c'est ce que dit Freud dans Totem et Tabou, quoi, avec le repas totémique du père, quoi. Et elle, justement, elle vient détruire ça. Elle dit non, il faut plus qu'on raisonne ça. Si on veut avoir un nouveau rapport au monde, un nouveau rapport à la terre, un nouveau rapport aux animaux, enfin, il faut casser ce discours. Et justement, elle défend à travers ça la notion de trouble, c'est-à-dire c'est ce truc qui trouble la frontière entre nous et les autres, entre nous et le monde, entre nous et les animaux, entre nous et les espèces, entre nous et les champignons. Elle définit une sorte d'épaisseur qu'elle appelle clomienne, et qui dit que justement, et ça touche aussi, quand on repense le genre, par exemple, enfin les genres, dans un autre terme que la binarité, et plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre parce que le trouble, ça peut perdre, mais c'est surtout un moment où les choses peuvent s'inventer, se négocier, se créer, quoi. Et je pense que le fait qu'on ait des troubles comme ça, dans les régimes d'image, c'est ça aussi où peut-être des nouveaux imaginaires peuvent émerger, ou de nouveaux récits, des nouvelles visions. Enfin, Ouais, tout à fait, d'accord. Moi, j'adore le mot trouble. Ouais, moi aussi. Et en plus, j'avais oublié que c'était le titre du livre de Judith Butler. Mais je pense qu'on a fait un bon tour du film d'Isaac Julia. Est-ce que vous aviez encore quelque chose dont vous vouliez parler et qu'on n'a pas abordé? Non, moi je crois qu'on a bien fait le tour. Et plus encore. Super. dire juste qu'il est de 96. C'est vrai, on fait pas dans l'actualité. Pas toujours. Pas souvent. Et merci beaucoup, JC. Merci à vous. Pour ta participation et ta connaissance des théories psychanalytiques. Non, comment on dit, psychologiques. Ouais, psychanalytique, ouais. Ouais, merci beaucoup. C'était passionnant de t'écouter. Merci à vous, ça. c'était passionnant. Comme je vous écoute beaucoup, du coup, c'était cool d'échanger. Voilà, vous accompagnez mes transports de galère régulièrement, où j'écoute vos émissions, où je dis c'est super intelligent et tout, trop fort et tout. Merci, c'est gentil. T'es passé de l'autre côté du miroir. Donc ce fut un grand honneur. Partagé. J'ai oublié de dire, mais est-ce qu'on a des recos à faire ou on a oublié? Ouais, j'ai une reco. Ah, vas-y. Qui est liée à une ancienne émission en plus. C'est une série de 6 épisodes qui s'appelle Pour toi Flora, donc de Sonia Bonpil-Boileau. Et en fait, ça parle des autochtones au Canada qui ont été envoyés en pension et retirés de leur famille. Et il y a un lien avec une reco d'une émission précédente, parce que c'est cette réalisatrice qui a rédigé la fiche critique de Kani Sataki, 270 ans de lutte. Et dans sa critique, elle dit que c'est le film qui lui a donné envie de faire du cinéma. Ah. Ok. Et super. Elle est née à Kanasataki. Pour toi, Flora. Et pour le trouver, c'est très simple, c'est sur TV5 Monde et c'est gratuit. Ah, super. Merci TV5 Monde. Lydie, est-ce que toi tu veux y aller?
Vas-y, en fait, dans le podcast, là, à chaque fois qu'on parlait de la figure de mythe, ça me faisait penser à ce film qui est sorti l'année passée, mais bon, c'est pas grave, je le recommande, et c'est le Maria de Pablo Larraín. Et en fait, la trilogie qu'il a fait sur 3 figures féminines iconiques du XXe siècle, qui sont Lady Di, Maria et Jackie, pour Jackie Kennedy, et Maria Callas, et que moi je trouve absolument génial dans la réflexion qu'il a sur comment est-ce qu'on représente un mythe au cinéma, est-ce qu'on peut le faire. Et au moins ma théorie sur ces films, c'est qu'il choisit des actrices qui ne parviennent pas exprès à représenter parfaitement ce mythe. Kristen Stewart qui essaie de faire Lady Di, qui a un terrible accent anglais, Angelina Jolie qui ne peut pas chanter de l'opéra, et ça se voit, et tu vois qu'elle n'arrive pas, pour montrer en fait cette petit écart entre l'humain et le mythe. Et en tout cas, moi je trouve que c'est des très très beaux films que je recommande. En plus, il prend des actrices mythiques aussi, parce que Kristen Stewart un peu moins, mais elle va devenir un mythe, je pense, du cinéma. Bah, Twilight, quoi. Bah ouais, déjà mythique. Et les petits braqueurs quand elle était enfant aussi. Waouh. Oui, Ludie a une connaissance encyclopédique de la carrière de Kristen Stewart. Bah, les actrices queer à Hollywood, il n'y en a pas tant. Et Love Lies Bleeding. C'est vrai. Moyen. Et toi, Alex, t'as une reco ? Moi, t'en as parlé tout à l'heure, mais je vais recommander Into the Abyss de Werner Herzog. Parce qu'en ce moment, moi, je regarde pas mal de true crime, parce que c'est un genre que je déteste, mais qui m'intéresse en ce qu'il dit de notre époque, parce que ce sont des films qui souvent s'emparent des images policières, des images de vidéosurveillance, de récits aussi policiers, d'enquête, de jugement, et qui en font des divertissements. Et je trouve que il y a quelque chose, quoi. Le fait que ce genre-là ait explosé en ce moment, que ça soit partout sur les plateformes, qu'on en consomme énormément, il y a quelque chose. Et le fait que je le déteste, je me dis, faut que je l'explore. Et je suis tombé par hasard sur le fait que Werner Herzog a réalisé un true crime qui s'appelle donc Into the Abyss. Sauf que je pense que c'est un de ses meilleurs films, c'est assez extraordinaire. Il reprend à peu près effectivement tous les clichés du true crime, une affaire vraiment sordide, horrible, qui a aucun sens, vraiment le meurtre, genre vraiment le truc qui te tombe dessus, et puis c'est impossible d'en faire du sens. Et sauf ce qu'il va faire, c'est qu'il va traiter tout le monde à égalité, à la fois la sœur des victimes que celui qui a tué, son complice, et le père de son complice, et il va leur donner autant d'empathie à l'un qu'à l'autre. Et après, c'est Werner Herzog, donc c'est quelqu'un qui sait ouvrir les gens, comme il dit lui-même, et poser les bonnes questions pour leur faire dire des trucs. Et ce qui est assez dingue, c'est que la personne la plus touchante dans ce film, c'est pas la famille de la victime, c'est le père du complice, qui est quelqu'un qu'on voit qui est à fleur de peau, qui se sent extrêmement coupable de ce que son fils a fait. Et non, c'est vraiment un très grand film sur l'entrevue en tant que tel, je trouve, mais aussi sur ces crimes sordides où je pense que c'est un des seuls true crime qui n'évacue pas le fait que quelqu'un qui tue, c'est quelqu'un qui a un parcours de vie qui fait qu'il va arriver à ce moment-là, quoi. Et que c'est pas juste quelqu'un qui a décidé de tuer. Et c'est un film que tu peux vraiment pas saisir moralement non plus. C'est impossible. Parce que Non, au début, il dit, il va le voir parce que ce gars-là est condamné à mort, et il lui dit, moi je pense que personne ne devrait être condamné à mort, mais en même temps, ça ne veut pas dire que je vous aime bien en tant que personne, c'est juste que je considère que on est 2 êtres humains et que donc vous ne devriez pas être dans cette position-là. Et ça, c'est le point de départ du film. Et c'est très fort. J'ai jamais vu de film de lui, donc ça sera peut-être le premier. Ah bah. Alors, je sais pas si je te conseille de commencer par celui-là, mais je dis, toi, c'est un de tes premiers que tu as vu aussi. Donc, 3e quand même. Mais en soi, c'est un excellent film. Le plus connu, c'est Grizzly Man. C'est souvent par là que les gens commencent. Ouais, c'est vrai que je l'ai vu souvent dans des trucs, ouais. Mais c'est un... Non, je trouve ça un très grand documentariste, mais qui a une approche de la vérité. Faut qu'on en parle un jour quand même. Oui. Mais, on en fera une émission. Il a ce concept qu'il appelle l'ecstatic truth, donc la vérité extatique, qui est que la vérité, c'est pas que les faits.
et que la vérité, elle a une substance un peu mystique, un peu magique, en tout cas qui est extatique, et que parfois il faut passer par le mensonge, parfois il faut passer par la mise en scène, la fiction pour le capter, quoi. Et c'est souvent que dans des films documentaires, il y a des gens qui sont des acteurs ou qui jouent des rôles sans que ça soit forcément dit, mais parce que pour lui, ça permet d'arriver à quelque chose de vrai. Bah, c'est le principe du jeu en thérapie, c'est-à-dire par un déguisement, une vérité se sort. Par exemple, ce qu'on appelle les psychodrames, c'est-à-dire on joue un autre personnage que soi et finalement on dit quelque chose de soi qu'on ne pourrait pas dire autrement. Et c'est par le masque qui révèle, hein, le masque au fond, comme il y a quelque chose de l'ordre de la vérité dans le masque. Ouais, d'ailleurs, ça me faisait penser. C'est un truc que je voulais dire sur le film tout à l'heure. Désolé, on fait un épilogue, mais il y a le masque au théâtre aussi. Il y a le masque, la persona aussi, ce qu'on appelle. Est-ce que toi, tu y vois un lien entre les deux dans le film, entre le masque blanc du titre du livre de Fanon et l'aspect théâtral aussi? Ouais, maintenant j'ai une pensée pour un jeu dont je suis fan qui s'appelle les Persona, mais, mais, et du coup oui, le masque blanc il est plus de l'ordre. Moi je maîtrise pas très bien cette notion, mais il serait plus l'ordre du persona puisque c'est un masque d'adaptation. Alors maintenant par rapport au masque, la théorie elle a un peu évolué au niveau des théories sur l'impact du racisme. On va parler d'une sorte le masque de blanc qu'on porte, qui est un masque d'adaptation, il crée ce qu'on appelle une charge raciale. Il y a 12 Dibombo qui a fait un livre là-dessus. C'est pas la seule qui a inventé, c'est pas elle, je crois, qui a inventé le concept, mais bon, c'est pas grave. Qui explique que justement ce masque, il a un coût. Et ça, c'est un truc très important dans la psychothérapie qui prend en compte le racisme. C'est que en fait, des personnes vont s'adapter, ils vont voilà. Et en fait, un jour, l'énergie de ce masque est telle qui rompt et qui crée des dépressions, des burn-out, des choses de l'ordre de ce qu'on appelle la charge mentale, quoi. Et justement, il y a quelque chose à travailler autour. Donc, à la fois, il y a une demande de dire, moi, je veux retrouver peut-être ce masque parce que c'est ce qui me permet de m'adapter dans la société. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer. Et en même temps, il y a un truc avec la vérité, à se dire, mais peut-être que le coût, il est trop grand et que peut-être là, malgré ce que la vérité peut apporter comme perte, ça vaut le coup d'y être un peu plus, quoi. Et c'est une sorte de négociation qui est pas simple. C'est ça qui est en fait, c'est peut-être l'axe le plus compliqué des psychologies qui vont travailler autour de l'impact du racisme. C'est justement ce genre de choses qui sont finalement quel choix faire là-dedans. Et parce que dans les deux cas, il y a des coûts et des pertes. Après, un jour, tu l'arraches et tu peux aller botter des culs dans les règles. Mais tu vois, par exemple, dans le jeu vidéo Zelda Majora Mask, quand il utilise des masques qui lui donnent des pouvoirs, et le moment effrayant où il l'arrache, où il souffre, je trouve ce truc très juste, quoi. Et moi, quand les gens me parlent de leurs masques sociaux, et du coup que ça a d'en changer, parce que parfois on peut aussi en changer, moi j'ai toujours cette image de Zelda Majora Mask, ou quand Link il change de masque, ou quand il le retire, c'est comme si sa peau s'arrachait et qu'il souffre. Ouais. Mais ça, je comprends pas dans Persona parce qu'ils arrachent le masque, là, ils ont leur pouvoir, et après, ils remettent le masque. Ah, dans la série dans le jeu vidéo Ouais. Ça dépend, parce que dans le 3, par exemple, pour invoquer leur persona, ils se mettent une balle dans la tête quand même. Enfin, faux. C'est pas un vrai flingue, c'est une sorte de changer, quoi, d'outil pour activer sa persona, mais elle est représentée par un pistolet, donc qui parle quand même d'une sorte de suicide. Ça va être abandonné après, mais. Parce que dans le 5, ils arrachent le masque. Oui, c'est vrai. Mais je pense après ils ont édulcoré, ils ont fait autrement tout simplement, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, quoi. Ok, merci beaucoup pour cette petite précision d'épilogue d'épisode. De rien. Je pense que ça conclut très bien donc cet épisode sur Peau noire, masque blanc de Isaac Julien, qu'on vous incite quand même à aller voir, je pense. Ouais. Je voudrais juste faire une dédicace
à Ah, une vas-y, collègue qui déteste les podcasts et je lui ai promis que la prochaine fois que je ferai un podcast, je penserai à elle et ferai une référence à son désamour du podcast. Voilà. C'est fait. Elle sera obligée d'aller jusqu'au bout après l'épilogue. Ah bah oui. Et bah voilà. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Au revoir.